Dans un instant du secteur du luxe. Thibaut François nous appelle. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Depuis les bureaux nantais de FACA Capital, on est ravi de vous retrouver Thibaut. Donc 6e baisse d'affilée sur le CAC 40. On va évoquer les valeurs dans un instant. Mais voilà, c'est pas n'importe quel repli en plus aujourd'hui. C'est un repli un peu plus marqué que les séances précédentes. On a des chiffres en Allemagne de commandes à l'industrie qui reculent très très nettement. Des craintes d'amplification de la récession en Allemagne et notre CAC qui perd 0,8%. Est-ce que cette 6e baisse d'affilée confirme à vos yeux l'idée qu'on irait vers une tendance baissière cet automne en bourse ? Non, je suis pas sûr qu'on aille vers vraiment une tendance baissière aujourd'hui en bourse. On a un moins 0,8 sur le marché parce que le marché est emmené au sud par les valeurs du luxe. Alors quand les valeurs du luxe marchent bien, on a un CAC 40 qui tient bien, super. Quand on a 30-35% de luxe dans le portefeuille et que les valeurs de luxe marchent un tout petit peu moins bien, forcément on a une dégradation du CAC 40 et de la tendance générale. Mais à part ça, le reste va plutôt bien. Alors le luxe forcément traîne la patte ce matin parce que on voit bien que la croissance chinoise est plutôt molle et donc il y a des prises de bénéfices. En plus on a un broker HSBC qui est passé plus prudent sur l'ensemble du secteur, dégradant les objectifs de cours sur LVMH, sur Kering ou sur Hermès. Donc tout ça fait que on se retrouve avec un LVMH qui perd pratiquement 3%, quand c'est pratiquement 15% de l'indice. Vous voyez, ça explique déjà une bonne partie de la baisse du CAC 40. À part ça, sinon on retrouve quand même pas mal de valeurs à la hausse, notamment le secteur automobile qui est plutôt bien orienté, et puis sinon des valeurs comme Orange plutôt défensives qui sont plutôt en tête du palmarès. Effectivement, Aude, on vous retrouve à nouveau depuis la tour Euronext. C'est bel et bien le secteur du luxe aujourd'hui qui entraîne le CAC le plus à la baisse. Le CAC d'ailleurs sous-performe aujourd'hui les autres marchés européens. Mais voilà pourquoi on a le VMH qui perd 2,8%, la plus forte capitalisation de l'indice 737 pour 737 euros. Kering qui perd 1,9% également à 470 euros. Alors évidemment, il y a aussi les craintes à propos de la situation économique mondiale. Forcément, la Chine où le secteur du luxe est très orienté, mais on a aussi une news sectorielle et ça fait baisser. Alors pas les plus gros forcément, mais aussi Interparfums qui perd 7,5% sur le SBF 120 à 55,20 €. Eh bien, si Interparfums chute comme ça, c'est parce que le marché s'inquiète d'une nomination chez Richemont, un autre gros du luxe qui est basé en Suisse. Eh bien, Richemont a nommé un spécialiste de la chimie et des parfums à la tête d'une nouvelle entité et le marché s'inquiète bien de l'avenir des licences accordées par le Suisse à Interparfums. Donc, une nouvelle concurrence qui s'installerait, ça fait baisser le titre. Donc, Interparfums, moins 7,5% et Richemont, qui est aussi à la baisse, d'ailleurs, moins 3,5% à 119 francs suisses. Quelques-uns des arbitrages du jour sur le marché, Aude. On vous retrouve à nouveau Thibaut, avec cette question aussi concernant l'énergie. C'est vrai que les cours du pétrole ont bien progressé hier. La décision de l'Arabie Saoudite de prolonger la réduction de sa production de pétrole journalière, ça a fait un vrai effet. Et donc le Brent est repassé au-dessus des 90 $. On a vu hier Total Energy venir flirter avec de nouveaux records. Et on a cette question d'un auditeur. Il s'appelle Jérôme et il souhaite investir dans l'énergie. Et il hésite entre les énergies manifestement fossiles et les autres. Et Jérôme nous demande, entre Total Energy et un groupe comme Neoen, par exemple, quelle valeur énergétique il doit privilégier pour son portefeuille? Écoutez, si effectivement son objectif est d'aller sur une valeur verte, effectivement, Neoen est davantage une valeur verte que Total. Il y a encore de l'énergie fossile, bien sûr, sur Total, même s'ils investissent massivement sur toutes les énergies renouvelables. Neoen, c'est un pur player de l'énergie renouvelable et donc forcément, d'un point de vue vert, c'est une préférence pour Neoen. Maintenant, l'environnement macroéconomique a quand même beaucoup évolué depuis 2 ans. Aujourd'hui, les taux ont fortement monté. On a une OAT française qui est autour de 3,13. On a des banques qui ont du mal à prêter de l'argent et on a aussi des entreprises qui ont du mal à se financer aujourd'hui sur le marché bancaire, mais aussi sur le marché obligataire et surtout sur des taux beaucoup plus importants. Et aujourd'hui, des entreprises comme Neoen vont avoir du mal à financer leurs projets, que ça soit dans l'éolien, que ça soit dans le solaire. Ça sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus long et surtout aussi beaucoup moins rentable dans les prochaines années. Donc c'est plus dangereux. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt une préférence pour Total qui bénéficie d'un rendement extrêmement favorable, d'un free cash flow qui lui permet d'investir chaque année. Et donc j'ai une préférence aujourd'hui d'un point de vue économique et d'un point de vue financier pour le groupe Total. Plutôt Total Energy, donc le titre de Total Energy qui marque une petite pause quand même après sa belle hausse d'hier. Les petites et moyennes valeurs, alors on évoquait Neoen
on fait partie, les petites et moyennes valeurs ont du mal là sur les marchés, elles continuent de traîner la patte, elles n'arrivent toujours pas à rattraper le retard accumulé ces dernières années. Est-ce que pour vous, Thibault, cette situation est durable? Et je vous pose d'autant plus la question que les valorisations sur le marché par rapport au private equity sont de plus en plus basses, de plus en plus ingrates pour ce segment-là de la cote. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des small et mid en bourse? Écoutez, les small et mid, on a toujours connu ces cycles, ça fait 24 ans, 25 ans que je suis sur le marché, on a toujours eu des cycles un petit peu décevants sur les petites et moyennes valeurs, des périodes d'euphorie qui durent 2 ou 3 ans, et là on plébiscite les petites et moyennes valeurs, ça fait x2, x3 en 2-3 ans, et donc elles partent au zénith. De nouveau derrière des creux de marché pendant 5 ou 10 ans, et de nouveau on repart sur des 2 ou 3 ans de forte performance des petites et moyennes valeurs. C'est lié aujourd'hui notamment aux flux qui ne sont pas positifs sur les petites et moyennes valeurs. Le marché s'est concentré avec notamment les changements de stratégie des banques centrales plutôt sur les large caps, donc tout ce qui est CAC 40, notamment le luxe aujourd'hui sur la partie française. Demain, on va revenir sur les petites et moyennes valeurs, forcément, parce que déjà, effectivement, vous en parliez, la valorisation est aujourd'hui extrêmement basse. Quand on dit extrêmement basse, c'est 2 fois moins cher que le private equity. Donc des entreprises qui sont mieux gérées, sur lesquelles il y a un reporting qui est fantastique. Et aujourd'hui, elles sont moins bien valorisées aujourd'hui que des valeurs du private equity qui se payent encore sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement élevés. Donc la valorisation est particulièrement intéressante. Et de nouveau, les gérants vont aller chercher de la performance dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce que effectivement sur le CAC 40, on commence à avoir un peu moins de potentiel sur le CAC 40. Et donc on va aller chercher de la performance sur des petites et moyennes valeurs qui bénéficient d'un environnement de croissance et de rentabilité qui est aujourd'hui au zénith. Et aujourd'hui, on a pléthore d'investissements possibles sur les petites et moyennes valeurs. Pourquoi il y a un tel écart de valorisation entre les small et mid sur le marché et les small et mid en private equity? Aujourd'hui, le private equity a bénéficié d'un flux qui est extrêmement important. Un fonds de private equity, par exemple, avec une valeur de private equity, on a une valorisation qui se fait tous les semestres ou tous les ans. Et aujourd'hui, avec un flux qui est positif, on peut payer, en tout cas les entreprises en dehors du marché peuvent aller payer. On a été jusqu'à 11 fois les l'EBITDA sur le marché du private equity. C'est un petit peu baissé. Je pense qu'on doit être en dessous de 10 fois les l'EBITDA aujourd'hui parce que c'est plus compliqué aussi pour le marché du private equity. Et donc on va dire ce flux qui est positif sur le private equity et cette valorisation qui est on va dire semestrielle ou annuelle bénéficie, on va dire, avec avoir une faible volatilité pour l'ensemble du marché et du particulier en général. Les petites et moyennes valeurs qui sont cotées, le gros avantage de ces entreprises-là, c'est qu'elles sont cotées, donc elles sont liquides, mais le gros désavantage qu'elles ont aussi, c'est qu'elles sont liquides. Et donc qu'elles cotent tous les jours. Volatile. Et donc on voit une valorisation et effectivement il y a beaucoup plus de volatilité et donc les marchés et les gérants vont beaucoup moins sur ce type d'entreprise aujourd'hui, à regret d'ailleurs parce que il y a pas mal de pépites qui sont aujourd'hui mal classées. Et vous venez d'expliquer une des raisons de la décote des small et mid sur le marché action coté par rapport au private equity, mais vous nous disiez, et vous semblez optimiste pour la suite, vous nous disiez que tout ça fonctionne par cycle et qu'à un moment quand même les small et mid vont tirer à nouveau leur épingle du jeu parce que leurs valorisations sont basses, donc elles sont attractives premièrement, et puis aussi parce que le potentiel sur les grands indices va finir par plafonner, si bien que les investisseurs pourraient aller chercher leur perf futur sur ces petites et moyennes valeurs. Quelle est celle qui, à vos yeux, dans cet univers small et mid, garde le meilleur potentiel pour la suite, sur le marché français en tout cas, Thibault? Écoutez, j'aime bien Énergie. Et Énergie, alors tout le monde connaît Énergie, la radio, leader, donc sans aucun sujet là-dessus, qui a été fondée par Jean-Paul Baudecroux, qui a encore aujourd'hui 70% du capital. C'est une entreprise qui fait à peu près 530 millions d'euros de capitalisation boursière. Il y a plus de 300 millions de cash, donc de trésorerie nette à l'intérieur de l'entreprise. Donc la hausse des taux, c'est plutôt un avantage pour Énergie aujourd'hui qu'un inconvénient. Donc il n'y a pas de problème de trésorerie. Et aujourd'hui, on a des actifs qui sont de grande qualité. On a Towercast notamment, qui est une des filiales à 100% d'Énergie. On a aussi l'immeuble, donc on va dire l'immobilier qui est très mal valorisé d'un point de vue bilanciel. On a une entreprise qui gagne de l'argent, qui est leader aujourd'hui sur le marché, qui se paye moins de 4 fois les l'EBITDA avec un rendement en plus de 4% sur les cours actuels. En plus, cerise sur le gâteau, on pourrait avoir un changement, on va dire, de gouvernance dans les prochaines années, parce que on parle toujours de la succession, mais les 30% du capital restant, il va falloir aller les chercher. Une sortie de bourse, pourquoi pas? En tout cas, ça fait partie des sujets, mais en tout cas, c'est une entreprise qui est bien gérée et sur laquelle il y a extrêmement peu de risques financiers. Donc, beaucoup de potentiel sur le groupe Énergie, à notre avis, pour les prochains mois. Thibault François, fondateur associé de Fastia Capital. Merci beaucoup, Thibault, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Une séance de repli, donc, après les chiffres allemands décevants. On va en reparler dans un instant avec notre économiste.